et donc chaque vendredi matin, à cette heure-ci, 8h55, désormais sur Radio Classique, un petit conseil de lecture. C'est à lire avec Bernard Poirette sur Radio Classique. Ça commence comme ça. Cette nuit-là, dans la vallée du Hamrin, j'étais assis à côté d'Eden et j'eus plus de chance que lui lorsque notre Humvee roula sur une mine, nous tuant, moi et tous les autres, et le laissant lui tout juste survivant. Depuis lors, je continue à traîner dans les parages. Je suis seulement de l'autre côté. Je vois tout et j'attends. C'est donc un mort qui parle et qui va nous raconter comment, une fois hospitalisé en Californie, Eden, amputé, aveugle, muet, et atrocement brûlé, va vivre son calvaire, bercé de souvenirs et assailli de peur, jusqu'à envoyer des messages en claquant des dents. End, fin. C'est ce qu'il réclame. La délivrance par la mort volontaire, l'injection miraculeuse qui apaise et réconforte, mais personne ne comprend le message, et certainement pas Mary, la femme du soldat martyr, et même si elle l'entendait, elle ne signerait pas la décharge, le bout de papier qui autorise les médecins à pousser le piston de la seringue. Pourquoi s'obstine-t-elle, Mary, alors que son homme n'en est plus un, alors que sa fille n'a que 3 ans, et alors qu'elle est jeune et belle et qu'elle a, comme on dit, toute la vie devant elle? Réponse dans un prodigieux roman américain paru voici 1 an et que, à ma très grande honte, je n'ai lu que tout récemment. Je l'avais mis de côté et oublié. Quelle erreur! Ça s'appelle En attendant Eden et c'est un choc littéraire à l'état pur. Elliot Ackerman a écrit cette merveille. Il est journaliste, ancien des forces spéciales, 5 missions en Irak et en Afghanistan, 3 décorations, dont l'inestimable Silver Star. Il a donc été combattant de première ligne pour un temps, et ce sera pour toujours un grand écrivain capable de nous pulvériser le cœur avec un roman de seulement 150 pages. En attendant Eden d'Elliot Ackerman est paru aux éditions Gallmeister, qu'on ne remerciera jamais assez pour cela, et si votre libraire ne l'a plus, ce qui est probable, eh bien commandez-le, vous ne regretterez pas vos 20 €. Je termine en précisant que cette chronique et toutes celles qui suivront le vendredi sont à retrouver en podcast sur radioclassique.fr. Il est 8h58 exactement. La météo juste avant le flash de 9h. C'est à lire avec Bernard Poirette sur Radio Classique. Je vous raconte. L'affiche placardée sur les murs de Glasgow en cet hiver 1969 montre la tête dessinée d'un gars blond au sourire narquois et une seule phrase marquée en capitale: si vous voyez cet individu, appelez immédiatement la police. Cet homme, c'est un tueur de femmes. Il a déjà fait 3 victimes. Jacqueline Kevins, Anne Ogilvy et Marion Mercer, séduites et assassinées de la même façon. Elles vont au bal pour danser, il les aborde, il est charmant, il est bon cavalier, poli et attentionné. La suite est écrite. Les 3 jeunes femmes sont étranglées et leur corps abandonné dans un des nombreux taudis du centre-ville promis au pic des démolisseurs. Des témoins des salles de danse décrivent le tueur comme bien habillé de sombre, avec un col dur et le maintien en accord. En conséquence, la presse et la police lui donnent un surnom, le Quaker, comme le religieux, imprimé sur les boîtes de céréales. C'est donc à un tueur en série qu'a affaire l'inspecteur Duncan McCormack, appelé en renfort pour relancer une enquête au point mort, ce qui bien sûr a le don d'exaspérer ses collègues. Pourtant, McCormack est bon, il est même plus que bon. C'est lui le premier qui comprend que la présence à Glasgow d'un célèbre perceur de coffres londonien peut lui ouvrir une porte dans la traque du Quaker. C'est donc en s'alliant avec la pègre locale que le policier entend capturer l'assassin et l'envoyer à la potence juste avant l'abolition de la peine de mort au Royaume-Uni. Y parviendra-t-il? Ça, je vous laisse le plaisir de le découvrir dans le Quaker de Liam McIlvanney. Comme toujours avec cet auteur, Glasgow tient une place centrale dans le récit, très intelligemment construit et fort bien mené. On est assez loin de la Riviera, il faut dire. La ville est sale, en ruine, dangereuse, super inquiétante. Pour nous, amateurs de romans noirs, c'est bien sûr une sorte de paradis. Le Quaker de Liam McIlvanney est paru aux éditions Métellier dans la collection Noire. Et cette chronique, c'est à lire, comme toutes celles qui viendront les prochains vendredis, bien sûr, est à réécouter sur le site de Radio Classique, radioclassique.fr. Il est 8h56, la météo est à suivre juste avant le flash de 9h. Avec
Avec Bernard Poirette sur Radio Classique. Le 26 mars 2004, la vie très bien rangée de Mylène Archer vole en éclats. Femme d'affaires redoutée de 45 ans, habituée des beaux quartiers de la capitale et des comptes bancaires à 5-0, elle croise le chemin de Pascal Kopinski, alias Paco, batteur de jazz de son état, de 20 ans son cadet. Coup de foudre instantané et réciproque. Aujourd'hui, Mylène a 62 ans, elle vit dans une chambre de bonne, elle travaille dans un dépôt-vente de la banlieue parisienne. Elle choisit sur Internet ses amants d'un soir et a pour meilleurs amis une fratrie de gitans. Dans l'intervalle, Paco est mort, poignardé par un compagnon de cellule au Baumette, et Mylène a tiré 8 ans à la prison pour femmes de Rennes. Désormais, chaque mois, Mylène Archer loue un gîte dans un coin tranquille de France pour se détendre, pour préparer la suite et surtout pour ne pas regretter quoi que ce soit. Et cette fois, elle échoue dans un mobil-home planté dans un champ sur un causse du Lot, pas très loin de Cahors. L'endroit est idyllique, l'hébergement est cauchemardesque. À l'intérieur, il y a des photos de Paco, il y a des objets à lui, il y a même une carte postale avec son écriture. Clairement, Pascal Kopinski a vécu ici. Peut-être hier encore, mais alors, il ne serait pas mort. Mais s'il est vivant, pourquoi ne s'est-il pas manifesté depuis tant d'années ? Ne comptez surtout pas sur moi pour vous le dire, bien sûr, vous aurez toutes les réponses en lisant ce magnifique roman noir d'Hervé Comer intitulé « Regarde », superbement écrit et construit. Ce récit machiavélique est aussi, et peut-être surtout, une somptueuse histoire d'amour qu'on aimerait tous vivre un jour, la prison en moins, sans doute. Regarde d'Hervé Comer est paru au mois de mars aux éditions Fleuve dans la collection Noire. Et dans la pile de ce que j'ai lu de mieux cette année, ma foi, il n'est pas loin d'être tout en haut. Croyez-moi. Et cette chronique, vous pouvez bien sûr la retrouver sur radioclassique.fr. Il est 8h56. La météo est à suivre. C'est à lire avec Bernard Poirette sur Radio Classique. Ce conseil, le voici. François a violé et découpé en morceaux 2 sœurs de 14 et 16 ans. Quand on l'a arrêté, il n'a pas opposé la moindre résistance. Il a même présenté ses poignets aux flics en souriant et il leur a dit « Il y a le numéro de mon avocat tatoué sur mon cul. Si ça vous ennuie pas d'y aller voir, messieurs. » François et quelques autres du même acabit sont le quotidien professionnel de Victor Karan, psychologue de la Citadelle. La Citadelle, c'est la prison de l'île de Ré. Il oublie ses pensionnaires tordus dans les bras de Julia, la femme de son meilleur ami. Julia Sombe, journaliste, rousse, amoureuse et intrépide, elle n'a peur de personne. Pour autant, elle n'a pas vu venir son meurtrier. Son corps est repéré à l'aube au bas d'une petite falaise côté continent. Elle n'est pas tombée toute seule. La police a plusieurs pistes. Le mari cocu, Jonah, apparemment désespéré. L'amant, Victor, qui a essayé de camoufler sa liaison. La mauvaise rencontre aussi, fruit d'un mystérieux rendez-vous de Julia avec son destin quelques jours avant Noël. Tout cela, allez-vous me dire, semble quelque peu attendu et pas très palpitant. Grave erreur, car outre une histoire très bien ficelée et à l'intrigue sans faiblesse, Max Monnoé nous propose une brochette de personnages tous excellents auxquels on s'attache très vite et jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au rebondissement final dont bien sûr je ne vous dis rien, mais qui, croyez-moi, est totalement imprévisible sans être artificiel et ça, ce n'est vraiment pas facile à réussir. Sombe de Max Monnoé, c'est une femme, je le précise, est parue aux éditions du Seuil dans la collection Cadre Noir et c'est une vraie réussite. Et cette chronique, c'est à lire comme toutes les autres et comme toutes les suivantes, est à réécouter sur radioclassique.fr. Il est 8h58, météo et flash de 9h à suivre. Avec Bernard Poirette sur Radio Classique. Je vous raconte l'histoire. Elwood Curtis a 16 ans. Et c'est un gamin parfait, excellent à l'école, il ne boit pas, il ne fume pas, il se bagarre pas, il aide sa grand-mère Harriet en travaillant quelques heures par semaine comme magasinier chez Monsieur Marconi. Monsieur Marconi, c'est l'épicien italien de son quartier de Tallahassee. Un quartier essentiellement noir, car Elwood est noir. Et en 1962, en Floride, croyez-moi, ce n'est pas une sinécure. Le clan est tout puissant et la loi de Lynch est encore parfois appliquée. Elwood ronge son frein et fait profil bas en attendant son départ pour l'université. Université noire, certes, mais de très bon niveau. L'homme qui le prend en autostop a volé la voiture. Le policier blanc qui les contrôle se régale. Ah, il n'y a qu'un nègre pour voler une Plymouth.
L'université attendra donc. Et pour Elwood, direction la Nickel Academy, une maison de correction d'État pour toutes les races, mais les châtiments les plus durs sont surtout pour les Noirs. Dans la Maison Blanche, par exemple, au fond du domaine, attend la Black Beauty. Et si ça ne suffit pas, il y a le séjour dans le four à pain. Et après ça, il reste seulement le trou. Et au-delà, le cimetière clandestin de l'école. Un demi-hectare de pâture, d'où les terrassiers sortiront plusieurs dizaines de corps d'élèves des années après la fermeture de l'établissement. Tout cela, Colson Whitehead nous le révèle brut de décoffrage dans son nouveau roman Nickel Boys. Bien sûr, la maltraitance et le sadisme en milieu éducatif ont été maintes fois décrits de chaque côté de l'Atlantique, mais ce livre-là, qui sort à un moment où, comme dans les années 60, l'Amérique se déchire sur les questions raciales, ce livre-là tape encore plus fort que les autres, car Colson Whitehead, double prix Pulitzer, s'il vous plaît, est un écrivain surpuissant qui part de faits avérés pour nous raconter le destin d'Elwood Curtis, un destin d'une telle injustice qu'il n'a pas fini de vous hanter. Nickel Boys, donc de Colson Whitehead, je le montre à la caméra, vient de sortir chez Albin Michel. Et cette chronique, bien sûr, comme toutes les autres de C'est à lire, vous pouvez les retrouver sur radioclassique.fr. Sur ce, je vous signale qu'il est 8h57, que nous marquons une courte pause avant la météo et le journal de 9h.